La C, oui, je suis totalement d'accord. Du coup, là, il faut savoir que le syndrome de Down, je vais y arriver, c'est une trisomie qui est viable, c'est la trisomie 21, contrairement par exemple à la trisomie 18 qui l'est très rarement. Donc, il est détectable avant la naissance. Il faut savoir qu'à peu près dans 70 à 75 des cas, on voit une augmentation de la clarté nucale qui peut être observée dès l'échographie du premier trimestre. Et après, on peut observer au deuxième trimestre des malformations, essentiellement cardiaques et digestifs, dans à peu près 60 des cas. En plus de ça, maintenant, vous savez qu'on a le dépistage prénatal non invasif sur échantillon de sang maternel qui est également possible et auquel cas on peut, suspecter très fortement, dès le début de la grossesse, en fait, s'il y a ce type de pathologie. Donc oui, en effet, dans 95 des cas, c'est dû à une non-disjonction accidentelle lors de la méiose. La prévalence, elle se situe plus pour 1 pour 4 000 naissances ou 1 pour 3 000 naissances vivantes, plus que 1 pour 10 000. C'est quand même une pathologie qui est entre guillemets «fréquente» et en fait, c'est des adultes qui sont du coup de petite taille, contrairement au syndrome de Klinefelter qui est connu pour avoir des adultes de très grande taille. QCM numéro 2, qu'est-ce que vous avez répondu de bon? La A, oui! En effet, c'est ça. Donc, j'ai trouvé un super cours sur, les modifications physiologiques de la grossesse que je vous mettrai dans le drive, comme ça vous permettra peut-être de lire un condensé, bon, je vous conseille pas non plus de vous attarder trop dessus parce qu'il y a souvent un QCM et encore ça tombe pas tous les ans, mais pour ceux qui seraient un peu curieux et ou qui n'ont pas du tout de cours dessus et qui voudraient un peu le bosser l'item, comme ça je vous mettrai le PDF. Heu, il y a des images, il est plutôt bien écrit en plus. Donc en effet, l'HCG, sa structure, pour la sous-unité alpha est commune à la FSH, LH et TSH. Ça, par contre, il faut vraiment le savoir parce que c'est the QCM qu'ils aiment bien poser sur la physiologie de la grossesse. C'est vraiment le truc à connaître par cœur. Et il faut savoir que du coup, l'HCG est produite au bout du 6e jour après la conception, donc pas au bout de la 2e semaine. Et elle n'a pas que uniquement une activité dans le maintien du corps, gravidique dans le corps jaune gravidique, elle est utile pour beaucoup d'autres choses aussi. Le QCM numéro 3, qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse inexacte? Ah, pourquoi la E? Pourquoi la E serait inexacte? Ouais, chlamydia est cultivable, c'est juste qu'on ne le fait pas en routine parce que c'est une culture qui est très chiante à faire. Parce que ça se fait sur des cellules, si je dis pas de bêtises, des HeLa ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas de la culture cellulaire classique. Donc du coup, on le fait pas du tout en routine, surtout que la PCR marche hyper bien pour pouvoir la détecter. Mais elle est cultivable comme bactérie. Par contre, Streptococcus pneumoniae se cultive pas sur une gélose ordinaire parce que c'est une bactérie qui est exigeante. Donc du coup, on va plus la cultiver sur des géloses au sang. Donc les géloses ordinaires, par contre, on va plus les retrouver côté, des salmonelles, par exemple. Donc la bonne réponse, c'était la D. QCM numéro 4, qu'est-ce que vous avez trouvé comme bonne réponse? B, C, D. Ah, pas totalement d'accord. Alors B, C, je suis d'accord, ça je valide. Il m'en manque une. BCE, oui, c'est totalement ça. Donc il faut savoir que l'échographie de 12e, semaine d'aménorrhée, donc c'est l'échographie du premier trimestre, elle permet de dénombrer le nombre de fœtus, de mesurer la clarté nucale, hyper important parce que si jamais elle est augmentée, c'est là où on va commencer à s'interroger sur une possibilité d'une trisomie 21 et elle permet aussi, de dater le terme de la grossesse. Par contre, pour observer la croissance du fœtus et révéler tout ce qui est malformation cérébrale, ce sera plus sur les échographies de la 32e semaine d'aménorrhée. Oui, je t'écoute, Gaspard. Salut, on m'entend? Oui. Ouais, juste j'avais une question parce qu'en fait, il me semblait que, certes, on pouvait dater le terme de la grossesse avec l'écho de la 12e semaine d'aménorrhée qui est normalement obligatoire, mais il me semblait qu'il y avait une échographie qui était pas, enfin, qui était pas obligatoire, mais qui pouvait être proposée dès la 7e semaine et c'était celle-ci qui permettait de dater le terme et pas celle de la 12e. Alors,
comme tu le dis, c'est que la salle de la 7e n'est pas obligatoire, sachant qu'il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui ne le savent pas qu'elles sont enceintes à ce moment-là, contrairement à celle de la 12e où là, dans tous les cas, le terme de la grossesse sera vraiment daté. C'est pour les personnes qui la font. Ok, ok. Sachant qu'en fait, il y a 3 échographies, enfin, pour le concours en tout cas, parce qu'on n'est pas futur gynécologue, il y a 3 échographies à connaître, celle de la 12e semaine, de la 32e semaine et il y en a une 3e, si vous voulez, je vous retrouverai la 3e. Et en fait, pour chacune, il y a des choses très spécifiques qu'on cherche à observer ou à regarder. Et pour ceux qui se posent la question, du coup, c'est sur l'item, de génétique côté diagnostic prénatal ou anténatal, je sais plus comment il s'appelle. Donc du coup, les bonnes réponses, c'était la BCE. QCM numéro 5, qu'est-ce que vous avez trouvé? ACE. Alors pourquoi la C? Pour le crypto? Alors est-ce qu'on l'utilise vraiment pour le crypto à localisation neuroméningée? Ah, je vous pose une question, hein. Oui, on l'utilise bien. Par contre, il faut savoir que c'est, j'allais dire un antibiotique, absolument n'importe quoi. C'est un antifongique qui ne diffuse que très, très mal dans le LCS. Donc ça ne sera pas l'antifongique de choix en cas d'infection neuroméningée, même si on l'utilise en association pour la cryptococcose. Et oui, parce que je suis une énorme connasse qui vous pose des questions de PK. Vous avez le droit de le dire. Pourquoi dire spectre très large? C'est un abus de langage de ma part, je pense. Attends. Bah, très large parce que c'est quand même un antifongique que tu peux utiliser sur énormément de germes, parce qu'on est quand même sur tout ce qui est Candida albicans, l'aspergillus, le cryptococcus, tout ce qui est Xeropus, les Basidiopolus, les Sporotrix de mémoire aussi. Bon, c'est que des infections qui ne sont pas au programme, mais sachez que voilà, elle a quand même une activité très très large au niveau des mycoses systémiques. Et en plus de ça, voilà. Je ne savais même pas. Alors j'ai bugué sur l'item E. Qu'est-ce qu'il te disait pardon, l'item B, son absorption digestive lui permet une utilisation par voie orale. On l'utilise pas. Enfin, en fait, on ne l'utilise pas dans la voie orale. Enfin, si elle enfin, comment vous expliquer ça? Son absorption digestive est quasiment nulle par voie orale, donc du coup, on ne l'utilise pas pour traiter, parce que son AMM, c'est pour les mycoses systémiques. Et en systémique, on ne peut pas le traiter avec la voie orale. Parce que du coup, tu as une absorption, il me semble, qui est ridicule dessus. Je sais même pas si je la connais plus, mais je sais que c'est au niveau digestif. Oui, parce que l'infangizone, on veut l'utiliser par l'infangizone en fait par voie orale. Il faut savoir que c'est l'utilisation des bains de bouche. On l'utilise pas pour la mycose systémique. C'est pour du local. Mais dans tous les cas, quand on a utilisé l'amphotéricine B, en dehors de la mycose buccale, on n'utilise que de la voie IV. Hein. Ils ont une absorption digestive proche de 0.
En tout cas, oui, à l'hôpital, on l'utilise beaucoup en bain de bouche pour les mycoses oropharyngées. Souvent en association avec des bains de bouche de bicarbonate. Mais sachez voilà, que son indication thérapeutique, en tout cas pour la voie IV, donc pour la poudre pour solution injectable, c'est la mycose systémique à germes sensibles. C'est l'indication qui a été retenue par l'AMM. Ah, moi, un item comme ça, on me dit c'est absorbable par voie orale, très clairement, l'item est faux. Comme pour, par exemple, la vancomycine. La vancomycine, est pas enfin, son absorption digestive est proche de 0. On l'utilise par voie orale, mais pas pour traiter, des infections systémiques. On l'utilise vraiment pour de la décontamination digestive. Et du coup, pour ceux qui veulent, pour la Fangisone, vous savez, la suspension buvable, donc c'est utilisé pour les candidoses digestives. Enfin, en tout cas, l'AMM est connu pour la candidose digestive, pour, obtenir une stérilisation, en fait, intestinale. Ou pour la prévention des candidoses chez les sujets à très haut risque, donc tout ce qui est immunodéprimés, les patients sous chimio. Bon, sachant que je crois qu'en plus, il faudra regarder dans les annales parce qu'en l'amphotéricine B, je sais qu'il piège beaucoup sur, elle est absorbable, par la muqueuse digestive ou on peut l'utiliser par voie orale. Bam, ils vous mettent juste ça et après, bah, en fait, ils comptent l'item faux parce que, bah, non, il y a pas une absorption digestive derrière. Je sais que c'est un truc qui m'avait fait beaucoup bugger. Alors peut-être parce que c'est la formulation, je sais pas, du coup, désolée si ça vous a perturbé. Donc du coup, le QCM6, qu'est-ce que vous avez mis pour Trichomonas vaginalis? Ah, D. Ouais, premier coup, tu je suis totalement d'accord avec toi. Pourquoi est-ce que tu m'as pas coché la C? Pas de kyste, que du trophozoïte. Oui, totalement. Alors ça, il faut savoir que si je vous le mets, c'est parce que c'est le piège du concours. Où tout le temps, ils s'amusent à vous mettre que Trichomonas existe sous forme de kyste. Ça, il y a toutes les sauces. Dans tous les QCM sur Trichomonas, vous allez avoir des kystes, des kystes, des kystes, alors que non, non, il n'y a pas de kyste. Ah, hydrogénomose. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Non, vous savez pas ce que c'est? Un truc qui fait de l'oxygène n'est pas toxique. Oui, c'est ça, Tarek. En fait, c'est un petit organite qu'on retrouve dans certains organismes anaérobies tels que les psyllés, le trichomonas ou les fungi. C'est un petit, une petite organite qui en fait est un peu l'équivalent de nos mitochondries à nous. Écoutez, si jamais vous avez une question sur Trichomonas, vous pourrez mettre dans les caractéristiques du germe que ça a ce superbe organite. Je pense que ça peut compter comme un mot-clé. Et que le correcteur sera très impressionné que vous connaissiez ce terme. Oui, Léo, je t'écoute. Non virale, bah, la première cause d'IST bactérienne, je sais que c'est la chlamydia. Après, il me semble que Trichomonas, c'est la première cause ouais, d'IST parasitaire. Mais de toute façon, elles se talonnent toutes les deux, Trichomonas et chlamydia, sur les classements. Pourquoi c'est un peu bizarre? Il faut savoir que c'est une infection qui est très très fréquente. Ouais. Même si pour le coup elle est beaucoup plus symptomatique que peut l'être les chlamydia.
Donc QCM7. Qu'est-ce que vous avez mis? BC, ouais, je suis totalement d'accord. Alors du coup, Tarek, pour la E, est-ce que tu sais comment varient les leucocytes au cours de la grossesse? Aucune idée, ils sont augmentés, oui. Alors les leucocytes, en fait, ils sont augmentés à partir du 2e trimestre et on observe souvent c'est une hyperleucocytose, du coup, qui est physiologique et qui est due à une augmentation des polynucléaires neutrophiles. Et sinon, l'hémoglobine, elle est bien diminuée. Par contre, il faut savoir que ça signe absolument pas une anémie, ce que c'est ce qui s'appelle les fausses anémies, donc les faux amis à connaître quand même pour le jour du concours. C'est une hémodilution. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on appelle ça la fausse anémie. Et dedans, vous en avez d'autres à connaître. Il y a l'insuffisance cardiaque, la cirrhose, il me semble. Il y a la femme enceinte à partir du 2e trimestre. Et je m'en souviens plus, il y en a une dernière. Alors, il faut savoir que oui, l'insuline, la sécrétion d'insuline est un peu augmentée, mais ça n'a rien à voir avec le diabète gestationnel, du coup. Parce qu'en fait, enfin, il faut vous dire quand même que la femme enceinte, elle doit quand même enfin, le fœtus n'est pas non plus mature tout de suite pour je vais y arriver, pour sécréter ses propres hormones et pouvoir, s'autoréguler tout seul. Il faut quand même attendre des fois certains stades de la grossesse, voire même après, plus tard, une fois qu'il est sorti du ventre de la mère, pour arriver à avoir des mécanismes physiologiques. Donc souvent, par exemple, les hormones, la TSH va être aussi un peu augmentée, mais qui ne signe pas du coup un problème de thyroïde. C'est juste physiologique, c'est connu chez la femme enceinte parce qu'elle a besoin de pallier au fait que le bébé, enfin le fœtus, ne, ne sécrète pas l'hormone et que l'hormone est quand même essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Mais vous en faites pas, dans l'énorme fiche, vous verrez, il y aura tout de détaillé, ils expliquent tout. Enfin, franchement, le cours est vraiment pas trop mal. Donc du coup, les bonnes réponses pour la 7, c'était la B et la C. Pour la 8, qu'est-ce que vous avez mis? Alors la E, oui, je suis d'accord. Donc la D est fausse parce que c'est obligatoire, c'est pas recommandé. Alors la A, je suis d'accord, la E, je suis d'accord, la C, je suis d'accord, donc du coup, c'était la A, C, E. Donc c'est bien un vaccin inactivé, c'est pour ça qu'on peut l'utiliser chez la femme enceinte, donc du coup la B est fausse parce qu'elle n'est pas contre-indiquée chez la femme enceinte. Il en existe des monovalents, des bivalents et des hexavalents. Donc la vaccination, elle n'est pas recommandée chez les nourrissons depuis 2018, elle est devenue obligatoire. Et la vaccination est obligatoire chez les pharmaciens si la personne n'est pas immunisée, c'est totalement vrai. Et c'est aussi vrai pour d'autres professionnels de santé, comme par exemple le médecin. C'est pour ça que pour ceux qui ont commencé leur externat, on vous a tous fait chier à l'hôpital pour que vous donniez une sérologie ou une preuve de vaccination. Il est classé comme vaccin inactivé après un vaccin recombinant. Il fait partie des vaccins inactivés, il ne contient pas d'agents infectieux vivants. Les vaccins inactivés ne contiennent pas d'agent vacciné. Ils peuvent contenir soit un fragment de l'agent infectieux, sa paroi ou sa toxine. C'est le cas par exemple pour les vaccins contre l'hépatite B ou le tétanos, soit la totalité de l'agent infectieux qui est inactivé. C'est le cas de la vaccin pour la coqueluche, soit une toute petite partie seulement d'un virus, une protéine ou son acide nucléique. C'est le cas du Covid. Donc du coup, la bonne réponse était ACE. QCM9. BE. XBE.
BE. Ah, du coup, la A, elle est fausse pour vous? Ouais, c'est A, BE les bonnes réponses. Il faut savoir que le dépistage est obligatoire à la 8e ou 9e semaine de grossesse par prélèvement vaginal. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de portage asymptomatique chez la femme enceinte et que du coup, si jamais elle est contaminée, comme il y a, même s'il y a que 1 de chance, il me semble que non, c'est obligatoire. Il est systématiquement proposé. Ah oui. Ouais. Ouais, du coup, celui-là, je le compterai pas. Je vais le modifier. Donc en semaine d'aménorrhée, ça fait 34-38e semaine à peu près. On va le faire. Ou alors, à part s'il y a des cas bien particuliers, comme par exemple un accouchement prématuré ou des ruptures prématurées des membranes. Du coup, QCM10. Ah, ouais, c'était tout qui était bon. QCM11. Donc QCM11. AB, oui, c'est des bonnes réponses. Alors, ABE, je suis d'accord. Alors, la D, non. Bon, du coup, les bonnes réponses, c'était A, B, C, E. Donc, le métronidazole, il a bien une activité antiparasitaire et antibactérienne. Il faut savoir que sa biodisponibilité est proche de 100% par voie orale. Bon, il diffuse dans le LCS. Il faut savoir après qu'il diffuse aussi, il a même des concentrations proches des taux sériques également dans les poumons, le rein, le foie, la peau, la bile, les sécrétions séminales, les sécrétions vaginales. Et il passe également la barrière placentaire et le lait maternel. Donc par contre, il est faiblement éliminé par les matières fécales et une excrétion qui est surtout urinaire. Et on va retrouver aussi bien le métronidazole que tous ces métabolites oxydés. Il faut savoir que ça représente par excrétion urinaire 35 à 65% de la dose administrée, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et elle possède du coup des métaboliques oxydés, des métabolites. Oh là là, je ne vais pas être réveillée quand j'ai écrit ça. Donc du coup, c'était A, B, C, E. Et du coup, dernier QCM, qu'est-ce que vous avez mis comme bonne réponse? A, C, E, il en manque une. La D est fausse. A, B, C, E, je suis d'accord. Pourquoi la D est fausse? C'est à quel moment qu'on peut voir apparaître la toxoplasmose congénitale? Et pourquoi est-ce qu'on est moins strict lors d'une primo-infection et pas à chaque nouvelle infection de la mère? Et c'est pour ça d'ailleurs que on emmerde tant les femmes enceintes quand elles sont pas atteintes de la toxoplasmose, de bien de leur dire attention, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. L'atteinte fœtale est d'autant plus sévère qu'elle est tardive.
Je vous ai dit quoi du coup comme bonne réponse? Ah oui, c'est ACE, pardon. Oui, parce que l'atteinte fœtale est d'autant plus sévère qu'elle est précoce et pas l'inverse. Alors attendez, parce qu'il y a un diagramme à connaître, attendez, je réfléchis. C'est une augmentation du risque de transmission avec le terme, une diminution de la gravité de l'atteinte fécale, n'importe quoi, fœtale. Donc plus l'atteinte fœtale est précoce et plus elle est sévère et plus elle est tardive et moins elle l'est. Mais par contre, tu as plus de chances de le choper. Donc c'est ACE les bonnes réponses. Alors la prévalence, c'est une naissance pour 4 à 3 000 vivantes. Alors la question 5, c'est réponse A et E. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai la correction, il y a tout dessus. Mais oui, du coup, Nasrine, c'est plus l'atteinte fœtale est grave, plus elle est grave si elle est précoce, elle se situe en début de grossesse. C'est pour ça que la B est fausse. Du coup, ça va pour tout le monde. Excuse-moi. Oui. Juste, désolée de revenir sur l'info B. L'item, c'est un antifongique de choix pour les infections fongiques neuroméningées. Tu l'as compté comme faux, c'est ça? Oui, parce qu'elle diffuse très très mal dans le LCS. Ok, mais non. Pourquoi du coup c'est diffuse mal? On va l'utiliser. Est-ce que c'est parce que en l'utilisant avec le 5FC, ça va Il y a une synergie d'action en fait entre les deux. Ok, d'accord, merci. C'est pour ça qu'on les utilise toujours couplés et jamais on les utilise pas tout seul. Et il faut savoir qu'en fait, souvent, l'amphotéricine B, d'ailleurs, pour la culture, il faut savoir qu'on aime beaucoup l'utiliser en association avec d'autres antifongiques parce qu'elle a des très bonnes associations synergiques et très peu d'antagonisme. Et par exemple, du coup, je reviens sur la 5FU, la flucytosine. Du coup, son volume de distribution est quand même assez important et c'est surtout un médicament qui va diffuser dans tout l'organisme, y compris dans le LCR. Donc voilà pourquoi est-ce que lui, on l'utilise en plus de l'amphotéricine B qui, lui, ne diffuse pas bien pour la cryptococcose de neuroméningée. Donc du coup, on va commencer le cas. Donc comme d'habitude, je vous laisse intervenir et moi, je corrige au fur et à mesure avec vos réponses. Donc question numéro 1, qu'est-ce que vous avez trouvé? Quelle était du coup l'infection qu'avait suspectée la pharmacienne? Du coup, on m'entend? Oui, on t'entend. Ouais. Du coup, moi, j'ai mis que l'hypothèse diagnostique, c'était listériose ou infection à listeria monocytogène, Ouais. avec un S à la fin, parce que j'ai déjà fait plusieurs fois la photo. Le contexte, du coup, c'est une femme enceinte de 32 ans. La clinique, c'est une fièvre qui est non traitée. Et j'ai mis la citation telle quelle, entre guillemets. Une fièvre non expliquée chez la femme enceinte est considérée comme listériose jusqu'à preuve du contraire. Et que pour qu'on la négative, c'est une hémoculture négative. Et Ouais. du coup, parce qu'à la fin de la citation, il manque un morceau.
toute fièvre isolée ou syndrome pseudo-grippal chez la femme enceinte doit faire pratiquer une hémoculture et qu'est-ce que tu fais en plus? Est-ce que tu laisses la Je femme sais pas. repartir? Est-ce que tu attends l'hémoculture? Bah non, on met en place un traitement, mais du coup, le traitement, je l'ai mis après. OK. Alors il faut savoir que dès que tu soupçonnes une listériose, du coup, chez la femme, tu fais l'hémoculture et tu mets directement le traitement préventif, donc c'est l'Amox. Ouais. Et par contre, bon, le traitement, si jamais ton hémoculture est positive, est un peu différente. Du coup, je te laisse Bah, continuer. du coup, après, c'était les étiologies. Du coup, je savais pas, je sais pas s'il y en a d'autres, mais moi, j'ai mis du coup ingestion d'aliments contaminés. Donc, potentiellement, c'est les viandes non pasteurisées et les produits laitiers non pasteurisés non plus. Ouais. Et après, du coup, le traitement, c'est amoxicilline par voie orale. Donc, c'est 4 grammes par jour pendant au moins 14 jours, puis jusqu'à négativation des recherches biologiques. Si jamais ça intervient au moment de l'accouchement, on maintient l'amoxicilline et on ajoute de la gentamicine en intraveineux pendant 5 jours. Et en cas d'allergie à l'amoxicilline, du coup, c'est le Bactrim, c'est triméthoprine sulfaméthoxazole, pardon. Ouais. Et voilà. En diagnostic différentiel, tu m'aurais mis quoi? Le CMV, Pourquoi le CMV spécifiquement? parce que c'est une autre infection importante chez la femme enceinte Ouais, et qui peut donner des syndromes pseudo-grippaux aussi. je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu en vois d'autres? Bah, potentiellement les autres infections, les autres infections de la femme enceinte, donc VIH, hépatite B, syphilis, rubéole, Streptococcus agalactiae et la Ouais, toxo. je suis d'accord. Bah, c'est pas trop mal en vrai. Et alors, Juste, oui, pardon, moi j'ai mis que le traitement normalement devrait associer amox et aminoside, mais vu que les aminosides sont contre-indiqués chez la femme enceinte, on va rester sur que de la amox VO. alors on est sur Amox aminoside, en effet, c'est le traitement de choix, hein. De toute façon, c'est Amox en IV pendant 10 jours, puis après on passe en voie orale pendant 4 semaines, voire jusqu'à l'accouchement. Et on a de l'aminoside en IV pendant 5 jours. Mais ça, c'est Ok, uniquement, merci. quand vous êtes sûr de l'infection. C'est-à-dire que tu mets pas ça en traitement préventif, bien entendu. Le traitement préventif, c'est vraiment de l'amoxicilline en péros. Mimi, je suis entièrement d'accord avec toi. Merci de le préciser. C'est une maladie à déclaration obligatoire, d'ailleurs, que je dois voir sur toutes vos copies. Ne pas les oublier le jour du concours. Bon, sinon, quelles sont les autres étiologies possibles de contamination avec pour les listeria? Est-ce que vous en connaissez d'autres? Autre que la contamination par la charcuterie, tout ce qui est non pasteurisé. Elle est comment notre bactérie? C'est une bactérie qui on va trouver partout, donc elle est ubiquitaire de l'environnement, ou c'est quelque chose qui, par exemple, on va retrouver plus dans la flotte? S'il y a une plaie, par exemple, est-ce que c'est une bactérie tellurique? Alors c'est une bactérie ubiquitaire, oui. Donc du coup, on va se retrouver dans l'environnement, dans les sols, dans les égouts, dans l'eau, dans les débris végétaux. Donc il n'y a pas qu'une contamination possible par l'alimentation, il y a aussi une contamination possible par l'environnement. Donc après, la liste est non exhaustive de la contamination alimentaire. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs que les femmes enceintes ne sont pas censées manger à cause de ça. Un réfrigérateur mal nettoyé, par exemple, en effet, parce que si jamais tu as des aliments qui ont contaminé ton réfrigérateur, tu contamines tout, mais c'est pareil aussi pour la toxo. Alors oui, tu peux préciser qu'il n'y a pas de contamination interhumaine.
Et au niveau des arguments épidémiologiques, personne ne me les a donnés. Qu'est-ce que vous auriez mis en argument épidémiologique? Ouais, donc c'est un sujet à risque, le fait d'être une femme enceinte. Il y en a une autre qui m'a dit que c'était une bactérie ubiquitaire. Alors, par contre, est-ce que c'est une maladie qui est rare, qui est fréquente en France? Alors, le fait qu'elle soit dans son deuxième enfant, ça change rien pour le coup. Enfin, du coup, ça vous mettait sur la piste que ça pouvait potentiellement pas être la toxo. Donc, c'est une maladie qui est rare. C'est un portage digestif qui peut être fréquent. Donc voilà un peu ce qui était attendu. Donc j'ai vu pourquoi est-ce que ça pouvait pas être le CMV, tout simplement parce qu'en fait ça c'est il y a certains trucs à connaître par cœur, c'est toute fièvre isolée chez la femme enceinte est unistable jusqu'à preuve du contraire et doit mener à faire une hémoculture et déboucher sur un traitement préventif. Toute éruption maculo-papuleuse chez la femme enceinte est jusqu'à preuve du contraire une rubéole. Et il y en a après, bon, il y a aussi les autres phrases, toute fièvre chez une personne revenant d'une zone endémique est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Surtout que le CMV, à part chez quelqu'un qui est immuno-déprimé, c'est une infection qui est asymptomatique dans la plupart des cas. Et celle de la méningite. Celle de la méningite, du coup, je la connais peut-être pas. Ou je m'en souviens plus. C'est quoi, du coup, la phrase? Alors, pour la rubéole, c'est toute éruption maculo-papuleuse ou purpurique survenant chez la femme enceinte ou dans son entourage doit être considérée comme suspecte de la rubéole et cela doit imposer un diagnostic au laboratoire. Pour ceux qui veulent s'amuser, c'était la colle numéro 1 de l'an dernier. Donc pour la question 1, par contre, moi j'attends un peu plus pour la méningite, c'est pas pour le purpura fulminant. Je dois vous avouer que pour celle de la méningite, je ne connais pas s'il y a une phrase. Ah, présente un. Ah oui, c'est un purpura fulminant jusqu'à preuve du contraire si jamais il y a un élément échymotique. Ok. Bah je la connaissais pas celle-ci. Bon, en tout cas, elle m'avait pas fait tilt. Ah bah merci de la mettre en entier du coup, comme ça vous avez toutes, enfin en tout cas celles qui me viennent à l'esprit pour le concours. Alors, Johan, on n'avait pas détaillé l'hémoculture. Non, non, absolument pas. Tu n'avais pas besoin de le faire, c'était pas demandé. Par contre, ça aurait été attendu d'avoir peut-être un peu plus de détails pour le traitement si l'hémoculture était positif. Donc, par exemple, la MOX, c'est quoi sa famille? Une pénicilline, bêta-lactamine, ouais, c'est une bêta-lactamine de la famille des pénicillines du groupe A, donc c'est une ampicilline. Du coup, est-ce que vous avez des choses à rajouter dessus? Bactéricide temps dépendant sans effet post-ATB avec un effet d'inoculum marqué. Oui, on met aussi le mécanisme d'action. Oui, on peut mettre une petite phrase de mécanisme d'action. Du coup, c'est quoi son mécanisme d'action avec les mots-clés? Et autre chose que par analogie de structure, s'il vous plaît. Inhibition des transpeptidases. Ton inhibition, comment est-ce qu'elle est? Elle est compétitive, mais elle est aussi irréversible. C'est une inhibition irréversible et compétitive des enzymes liant le peptidoglycane. Donc, dedans, on a la transpeptidase, la carboxypeptidase. Et la dernière, dont je me souviens jamais, il y en a 3 en tout.
Ouais, est-ce que vous connaissez au moins un effet indésirable hyper connu de la MOX? Bon, il y en a deux hyper connus, mais lequel? Troubles digestifs, ouais. Les allergies et les troubles digestifs. Bon, surtout les diarrhées. Bon, du coup, la gentamicine, vous l'utilisez par quelle voie? Combien vous gardez de la durée de traitement? Et son mécanisme d'action. Donc c'est de l'IV. Je suis d'accord. 5 jours. Je suis d'accord. Comment est-ce qu'elle agit ton aminoside du coup? Inhibition de la synthèse protéique par la lésion 30S. Oui. Non, raté. Pourquoi ça ne peut pas faire de copier-coller? Donc il faudra que ça pénètre par les enzymes de la chaîne respiratoire et ça entraîne une inhibition de la synthèse protéique. Bactéricide rapide, concentration dépendante, sans effet de inoculum avec un effet post-ATB. Putain, vous gérez autotoxique et néphrotoxique. C'est topissime. Bah écoutez, j'ai plus rien à vous dire. Voilà à peu près la réponse qui était attendue. Est-ce que pour la question 1, il y a des interrogations par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors le scotrimoclaz, du coup, c'est s'il y a une contre-indication à la MOX que tu vas le mettre. Donc en alternative, c'est pour ça que j'ai mis 6 CI, enfin c'est 6 CI à la MOX. Alors oui, tu peux préciser que c'est une infection qui est transplacentaire, donc du coup qui a passé chez le fœtus et ça va être problématique. Du coup, qu'est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez les problèmes que ça peut apporter que ça peut avoir sur le fœtus, la listériose? La mort in utero, ouais. Les méningites aussi, ouais. Alors, Z7, du coup, là, il n'y avait pas besoin d'en parler, hein, c'est une question en plus pour faire travailler un peu le cours. Mais non, là, il n'y avait pas besoin de dire les atteintes pour le fœtus, puisque la question n'était pas posée. Donc, du coup, qui veut se lancer pour la question 2 et pour décrire la superbe agent qui est la Listeria monocytogenes? Ouais, c'est ça, il y a aussi. Alors, son terme exact, c'est la granulomatosis infantis septica. C'est la listériose néonatale septicémique sévère. Ah, mobile. Mobile, je veux bien, mais mobile à combien degrés? Voilà, vous êtes trop rapide. Mobile à 22. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui se passe à partir d'un certain degré? Et immobile à 37. Cryophile. Alors, moi, j'ai halophile, mais je sais pas ce que c'est du coup, cryophile. Ah, sculptive à partir de 4 degrés. Ouais, de 4 à 37, du coup, sculptive. Ah, cryophile qui pousse à 4 degrés. Ok, bah merci, je connais, je me rappelais même plus du terme. C'est une anaérobie facultative, oui, en effet. Une gélose au sang, ouais. Elle est non exigeante, elle est peu exigeante comme bactérie, en effet.
Alors non, au contraire, c'est pas du tout une bactérie fragile, la Listeria. C'est the big boss, c'est le truc, il est intuable. Ça résiste à tout. On a une bêta-hémolyse, en effet, au niveau macroscopique. Donc, c'est des petites colonies qui sont toutes transparentes, à bords réguliers, qui sont irisées et qui sont entourées d'une zone bêta-hémolytique. Alors, j'ai dit peu exigeante et pas non exigeante. C'est une bactérie qui est très très peu exigeante par rapport à d'autres. Moi, par contre, ce qui me manque, c'est que j'ai pas vu quelqu'un qui m'a cité la biochimie de cette bactérie. Esculine plus hydrolyse à l'esculine rapide. Catalase plus oxydase moins. Alors, nosporue, on l'a dit. Et elle fermente le glucose sans production de gaz. Bah, en vrai, vous commencez à gérer maintenant pour la description des germes, hein. Donc il faut savoir que nous, la culture, c'était des points bonus, on l'avait pas mis en point attendu. Mais du coup, voilà, ceux qui ont détaillé un peu la culture ont des points bonus sur la question. Donc, question numéro 3. Là, on vous dit que cette pauvre madame, son état se dégrade parce qu'en fait, elle n'a pas pris ses médicaments, donc elle n'a pas pris ses antibiotiques et tout, parce qu'elle avait peur que ce soit nocif pour l'enfant. Donc apparemment, le médecin et le pharmacien a mal fait son boulot de lui expliquer que c'était pas le cas. Elle est hospitalisée en urgence pour un accouchement qui est prématuré et fait une embolie amniotique. Donc vous êtes praticien hospitalier, vous avez accès au bilan biologique d'entrée de cette patiente et vous vous posez la question de qu'est-ce qui se cache derrière ce bilan bio et vous le commentez. Qu'est-ce qu'on peut avoir en commentaire? Qu'est-ce que vous avez trouvé sur ce bilan bio qui n'était pas normal? Une thrombopénie sévère, ouais, une anomalie concomitante TQ-TCA. Un allongement du TCA, ouais. Diminution du TP. Donc oui, ça signe un risque hémorragique. Une hypofibrinogénémie. Et ça, du coup, vous en faites quoi? Une augmentation des dédimères, c'est le marqueur de la CIVD. Mais Athénaïs, tu nous spoil la question 4. Donc il y a une atteinte de la fibrinolyse. Donc histoire de rappeler à peu près les valeurs normales, donc chez une femme enceinte, chez une femme tout court, les valeurs normales des globules rouges, c'est 4, 2, 5, 2. L'hémoglobine 120, 160. Les thrombocytes 150, 450. Le TCA 0,8, 1, 2. Le TP 70, 100%. Fibrinogène, c'est 2, 4 grammes par litre. Et bon, les dédimères, on les donné, parce que c'est pas à connaître pour le concours. Alors 70, 100 ou 70, 130, ça dépend des écoles. Sachez que les deux valeurs sont OK hein, pour le jour J. Bon, de toute façon, la plupart du temps, en plus, on parle du TQ, mais si je vous les ai mis le TP, c'est pour la question 4 parce que c'est important que ce soit le TP et pas le TQ. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'on voit à la fin? On voit qu'on a une atteinte de l'hémostase. Enfin, on a une atteinte de l'hémostase, donc une thrombopénie sévère, on a une cytopénie avec une atteinte de la coagulation avec l'allongement TCA et diminution du TP, donc une atteinte de la voie extrinsèque et intrinsèque. Et en plus de ça, une augmentation des dédimères avec une diminution de du fibrinogène. Donc on a en plus une atteinte de toute la voie de dégradation. Donc du coup, quelle est l'hypothèse diagnostique? Tous en cœur, la CIVD. Et là, on peut même être très précis. La CIVD biologique, parce qu'il n'y a pas de clinique associée. En tout cas, pour le moment. Donc du coup, CIVD, bien sûr, vous avez mis son petit nom entier qui est la consommation intravasculaire disséminée.
Donc c'est une coagulopathie de consommation. L'embolie amniotique, du coup, c'est pas la clinique, c'est la cause, avec peut-être une sepsie sous-jacente, puisque la dame, elle s'est pas traitée pour sa listériose. Il y avait 2 étiologies possibles pour la CIVD. Donc du coup, est-ce que quelqu'un a une petite définition de la CIVD? Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Alors cette j'y réponds juste après du coup à ta question. C'est mal. Comment ça, c'est mal? Oui, la CIVD, c'est le drame. C'est une activation plaquettaire, ouais. Alors, Enfin, comment est-ce que démarre une CIVD en temps normal? C'est le contact de quoi avec de quoi? C'est une coagulopathie acquise entraînant un syndrome thrombotique puis hémorragique par activation des facteurs de la coagulation. C'est pas trop mal, Léo, en vrai. Donc en fait, pour que le point de départ de la CIVD, ça sera toujours un contact entre le facteur tissulaire, le FT, et le facteur 7A. Et bam, à partir de là, vous avez un emballement de la coagulation et c'est la catastrophe. Donc c'est un syndrome de défibrination résultant d'un emballement de la coagulation dont le point de départ résulte d'un contact entre le facteur tissulaire et le F7. C'est une urgence thérapeutique et diagnostique, comme tu le dis, Athénaïs. C'est en effet tout à fait le cas, parce que le problème, c'est que là, la dame, elle n'a pas de clinique, donc sa clinique pour en venir, c'est le syndrome hémorragique. Mais ça risque d'arriver quand même assez rapidement, surtout qu'elle a fait une embolie amniotique et qu'il va falloir sortir tout le monde en urgence. Et qui dit accouchement dit saignement. Peut-être même une je vais y arriver. Une chirurgie pour sortir le bébé parce qu'on ne sait pas dans quel état elle est. Enfin, dans quel état les deux sont. Donc du coup, la CIVD. Quels étaient du coup ses arguments étiologiques? Alors, hémorragie de la délivrance. Alors, non prise en charge d'infection. Donc oui, il pouvait y avoir ça. Là, en plus, le mot-clé vous est donné dans l'énoncé, du coup. Donc, il y avait la sepsie et l'embolie amniotique. Ça, c'était les 2 étiologies possibles dans notre contexte. Après, en clinique, bah, là, il y avait R, 0. Vous en donnez pas, donc ça se trouve peut-être pour le moment, il n'y a rien du tout. Et par contre, il y avait les signes biologiques. Alors pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de CIVD biologique du coup spécifiquement? Est-ce que quelqu'un a une idée? Sur quoi repose le diagnostic biologique de la CIVD? Normalement, c'est un petit tableau à connaître avec des critères majeurs et mineurs. Plaquette TB fibrinogène. Nice. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'on avait comme critère de validation? Donc en fait, on parle d'une CIVD biologie parce qu'on a une présence de taux d'un dédimère qui est supérieur à 500 microlitres par litre, plus la présence d'un critère majeur. Donc là, en plus, vous avez le choix entre soit un TP inférieur à 50%, soit des plaquettes inférieures ou égales à 50 gigas par litre. Est-ce que tout le monde voit de quel tableau, enfin de quel petit tableau je parle, ou est-ce que pas du tout? Et dans ce cas-là, je vous le présente. Donc c'est un superbe tableau et vous n'en faites pas, j'ai aussi trouvé le consensus pour tous les critères à connaître. Je vous mettrai aussi en PDF.
Alors, hop. En fait, il faut savoir, M, t'en fais pas, de toute façon, ça faisait partie des points, donc il sera dans la correction de la colle. Et je le mettrai, et le consensus, le PDF consensus qui fait plusieurs pages sera mieux aussi dans le drive, comme ça vous pourrez le lire au calme. Donc il faut savoir que le diagnostic de l'acidité biologique doit être retenu si les dédimères sont augmentés et s'il existe un critère majeur ou 2 critères mineurs de consommation. Donc qu'on parle de critères de consommation, c'est le petit tableau que je viens de mettre. Donc la numération plaquettaire, on parle du taux de prothrombine et la concentration en fibrinogène. Et donc du coup, Johan, en fait, la fièvre, c'est pas la clinique de la CIVD, c'est la clinique du sepsis qui est derrière. Mais du coup, le sepsis, par contre, tu pouvais mettre dans les étiologies sepsis en raison d'une non-observance de la patiente pour son traitement. Donc, on a toujours une infection qui est sous-jacente. Là, pour la CVD, sa clinique, c'est vraiment soit l'hémorragie, soit tout ce qui est problème thrombotique. Donc, du coup, les arguments biologiques. Donc, CIVD biologique sur la présence d'un taux de dédimère supérieur à 500 microgrammes par litre, plus la présence d'un critère majeur. On a la cytopénie avec la thrombopénie. On a sur l'exploration de la coagulation une diminution du facteur 1, l'allongement du TCA et la diminution du TP. Et sur l'exploration de la fibrinolyse, on a une augmentation des dédimères. En diagnostic différentiel, donc il y en a 3 gros à connaître pour la CVD. Il y a la fibrinolyse primitive, mais qui on ne peut pas retenir, parce que normalement, on ne retrouve pas de thrombopénie dessus. Il y a l'insuffisance hépatocellulaire, mais normalement, les dédimères sont censés être normales. Et après, il y a l'hypovitaminose K, mais normalement, elle est censée avoir un fibrinogène qui est normal et des dédimères qui sont normaux. Donc, il y a 0 raison de trouver que ce soit ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cas-là? Donc surtout, n'hésitez pas à m'arrêter parce que je sais que la CIVD, ça peut être quelque chose peut-être d'un peu compliqué pour vous. Donc en fait, on a la CIVD biologique, la CIVD qui peut être associée à une clinique, donc ce qu'on appelle CIVD clinique. Donc ce sont des signes d'hémorragie ou thrombotique. Donc par exemple, ça peut être des saignements prolongés ou en nappe, des hématomes volumineux au point d'injection, l'épitaxie, la gingivorragie, des hémorragies digestives, obstétricales, rétiniennes. Et après, on a aussi des complications de la CIVD. Donc là, c'est tout ce qui. Les complications, ça va être tout ce qui va pouvoir mettre en jeu le pronostic vitalo-fonctionnel, donc le choc hémorragique, une hémorragie intracérébrale, une embolie pulmonaire, une infarctus viscéral, une ischémie des extrémités. On peut aussi retrouver des thromboses. Et un purpura fulminant, ça peut être arrivé aussi, mais c'est quand même un peu plus rare. Donc du coup, question 5, on vous demandait quel était la prise en charge de cette patiente et on vous signalait que sa clinique s'était dégradée et qu'elle avait une présence d'un syndrome hémorragique. Du coup, qu'est-ce que vous auriez fait? Hospitalisation en urgence, service de réanimation. Ouais. Oui, de toute façon, la dame, on ne va pas la laisser repartir chez elle, je suis totalement d'accord. Une fois que tu es à l'hôpital, qu'est-ce que tu vas traiter d'abord? Traiter la cause de la CIVD, le traitement étiologique et la fondamentale de la PEC de la CIVD. Donc du coup, tu fais traitement étiologique. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut traiter? La listériose, donc du coup, là on retourne sur des antibiotiques à large spectre. Donc là, moi j'attendais pas de nouveaux détails parce que ça revenait à dire ce qu'il y avait dans la question 1. Si vous avez redétaillé, c'est très bien. Si certains m'ont juste mis ATB large spectre, j'accepterai aussi. Il n'y a pas de souci. Et quelqu'un m'a dit une prise en charge de l'embolie amniotique.
Donc du coup, même si on n'est pas gynécologue, vous avez une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire? Césarienne, donc on fait un arrêt de grossesse et on expulse le placenta. J'ai une question. Oui, Du coup, pour le traitement antibiotique, on le met pour la mère et pour l'enfant. alors là, le traitement étiologique, on parlera de la mère. Après, oui, tu traiteras l'enfant parce qu'il y a une possibilité qu'il ait une hystériose néonatale, du coup, le pauvre. D'accord. Donc oui, derrière, tu peux traiter l'enfant aussi. Ah ouais, parce que oui, du coup, il y a un sepsis. Parce que je me demandais si elle expulse l'enfant, est-ce qu'elle sera toujours malade? C'est bête, mais Ah bah, au niveau de ton sepsis, oui, enfin, oui, oui, il faut dans tous les cas traiter sa listériose, ça c'est sûr. ok. Mais oui, après, tu traites l'enfant aussi. Après, moi, j'attendais pas du coup du tout de détails sur le traitement pour l'enfant parce que j'étais vraiment sur la PEC de la CIVD. Mais bon, si tu as détaillé, Ok, c'est très bien aussi. merci. Alors, oui, ça veut dire que l'enfant est déjà sorti, mais bon, on peut quand même rappeler qu'est-ce qu'on fait. Après, est-ce que l'enfant est déjà sorti? Elle vient pour un accouchement prématuré, ça se trouve, l'enfant est peut-être pas encore sorti, on sait pas. Peut-être en train de sortir, on sait pas ce qui se passe. Donc, de toute façon, ça c'était ceux qui m'ont mis prise en charge de l'embolie pulmonaire sans rien mettre. Moi, je comptais les points, j'attendais pas des détails, c'était juste pour vous donner la PEC classique qu'on pouvait faire derrière. Concentré de globules rouges plaquettaires sur une traçabilité des produits sanguins. Alors du coup, Yoann, tu me mets ça dans quoi? Dans quel type de traitement? Étiologique, curatif? Symptomatique. Hier. Il n'y a pas de traitement curatif à la CIVD, c'est des traitements symptomatologiques. Donc du coup, tu me proposais une transfusion de culot de globules rouges. Niet, on fera une transfusion plaquettaire du coup. Les hématies sont très bien. Contre-indication du PPSB, totalement oui. Celui qui m'a marqué ça sur vos copies, sachez que je le retrouve et que je le cloue en place publique. Si quelqu'un m'a mis le PPSB comme traitement. Et non, on n'utilisera pas le plasma frais congelé. Ben, en effet, ce n'était pas une mauvaise réponse. Alors pourquoi est-ce que vous savez quand est-ce qu'on utilise du coup le plasma frais congelé? Quand est-ce qu'on utilise la transfusion plaquettaire? Non. Revenons faire un petit point. Donc du coup, en fait, en traitement, comme on a vu, on a le traitement étiologique qui est fondamental, et un traitement symptomatique. Donc soit on fait la transfusion plaquettaire par CPA, donc c'est les plaquettes issues de la pharèse. Donc en cas de thrombopénie inférieure à 50 gigas par litre, ce qui était notre cas, et d'acte invasif ou d'hémorragie active, ce qui était notre cas aussi, puisque je mettais dans la question que la patiente avait un syndrome hémorragique. Par contre, le plasma frais congelé, on va l'utiliser en cas d'un TP inférieur à 40% et d'un acte invasif ou d'une hémorragie active. Là, on avait un TP qui était à 49%, donc on ne rentrait pas dans le, critère. Mais en soi, ce n'est pas non plus une mauvaise réponse. Un TP inférieur à 40%, tu mets le PFC. Alors, il faut savoir que parfois employé, l'antithrombine, le fibrinogène, l'héparine, les fibrinolytiques, l'antifibrinolytique, la protéine C activée recombinante n'ont montré aucune preuve d'efficacité. Donc, ils ne sont pas censés être utilisés. Et on peut aussi rajouter, alors ça, c'est un peu du bonus, un peu des mesures associées. Donc, pour tout syndrome hémorragique, on proscrit les anticoagulants, les anti-inflammatoires, les antiagrégants plaquettaires et les injections intramusculaires, bien sûr. Le but, c'est pas de faire saigner encore plus le pauvre patient qui est en train de se vider de son sang sur la table. Et bien entendu, on fait une surveillance clinique et biologique.
Oui, un CI du rasage manuel. Tu as tout à fait raison, Léo. En fait, tout risque qui pourrait entraîner encore plus une hémorragie. Alors CPA, c'est pareil que les CCP. Est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question? Est-ce que quelqu'un a ouvert le cours sur les produits sanguins labiles, du coup? Ouais, les CPA, c'est la pharèse. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a 2 types de concentrés plaquettaires. Il y a les concentrés plaquettaires d'apharèse, donc ce qu'on appelle les CPA, et les mélanges standards, c'est les MCPS. Et nous, on utilise spécifiquement les CPA pour le coup, on veut pas de mélange. Et le CCP, du coup, c'est le nouveau terme du PPSB. Normalement, je devrais plus l'utiliser. On appelle ça concentré protrobontique. Concentré du complexe protrobontique, je crois que c'est ça le terme de CCP. Prothrombinique, merci. Et donc, celui qui m'a mis que la transfusion plaquettaire, que les CPA, c'était un produit sanguin labile, je le remercierais. Pareil que c'est la dépendance sous l'hémovigilance, ça, je donnais un point bonus aussi, parce que c'est quand même bien de le rappeler que ce sont pas des que ce sont du coup pas des produits qui sont sous la surveillance de la pharmaco. Et sinon, moi, après, je n'ai rien de plus à ajouter, à part si vous avez bien sûr des questions, des remarques, des choses que vous n'avez pas comprises. Oui, j'ai une petite question. Est-ce qu'il faut Oui, ajouter du coup qu'il faut un typage du groupe sanguin, etc. ou il n'y a pas besoin? par rapport à la transfusion Plaquettaire, ouais. plaquettaire. Alors, dans tous les cas, quand tu fais des transfusions, normalement, tu fais toujours les typages. D'accord. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a quand même un système d'HLA, HPA chez les plaquettes. Donc, du coup, Ouais. en fait, on utilise des plaquettes qui sont qualifiées, phénotypées pour éviter d'avoir une allo-immunisation. D'accord. D'accord, très bien, merci. Ouais. Si vous, de toute façon, je sais que j'avais promis que je vous donnerais le cours sur les produits sanguins labiles. Je suis toujours dessus, mais j'ai pas beaucoup de temps avec le stage en ce moment. Mais du coup, j'ai repris les qualifications et transformations des concentrés globulaires, plaquettaires et granulocitaires, du coup. Comme ça vous parlera peut-être un peu plus. Alors, du coup, après, quand on veut faire de la transfusion, tout bêtement, au niveau du patient, on regarde toujours, bien sûr, tout son groupage, ABO, RH, CAL, HLA, s'il n'a pas des auto-anticorps aussi. Donc, l'examen immuno-hématologique est forcément systématique dans tous les cas, avec bien sûr l'accord du patient. Alors Z7, on peut donner du plasma frais congelé ou du CPA selon les critères que tu as donnés tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux, en fonction de ce que tu as devant toi. Du coup, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre question. Sinon, on pourra arrêter la colle ici. En tout cas, j'ai commencé à regarder un peu les copies quand vous les rendez tout à l'heure et j'ai été agréablement surprise de la rédaction, encore une fois. J'ai trouvé ça vraiment pas trop mal. En tout cas, sur la forme. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà une bonne rédaction. J'ai une autre petite question, mais un peu plus générale par rapport aux infections urinaires chez la femme enceinte. Oui. Comment on fait vraiment pour différencier si c'est E. coli, K1, le Streptococcus ou Listeria? Moi, je t'aurais dit la culture, comme ça, fin de but en blanc. D'accord. Après,
C'est pas ma tasse de thé d'infection urinaire, je vais pas te mentir. Genre là, par exemple, vu que c'était la phrase qui disait toute fièvre doit faire suspecter une listériose, ça éliminait directement un strepto et un E. coli, c'est ça? Ah bah là, typiquement, oui, parce que c'est un cas très, très particulier. Après, attends, les infections chez la femme enceinte, on fait qu'on fait une BU, le CBU derrière, si je ne dis pas de Oui, bêtises. d'accord. Et donc c'est là qu'on détermine. Ok, Ouais, c'est là, bah, de toute façon, tu feras une culture derrière. Donc oui, c'est là que tu pourras déterminer qu'est-ce que tu as en face de toi. d'accord. Ok, merci. Bah, du coup, moi, je vais arrêter là, hein, si jamais vous n'avez pas d'autres questions. Du coup, j'espère que la colle vous aura pas mis de mauvaise humeur pour le reste de la journée. Bon week-end à tout le monde et bon courage. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le Discord, hein, c'est vraiment fait pour. Même si vous trouvez peut-être que votre question est bête. Il n'y a pas de question bête.